Bonsoir. Donc on va changer de registre un petit peu, mais en fait ce qui est drôle c'est que je me rends compte que non, un projet ça reste toujours la même chose, c'est un rétro-planning, définir son cœur de ses champs de compétences, le cœur de son projet, les gens avec qui on a envie de travailler et les objectifs et pas sauter sur les opportunités. Donc je te rejoins là-dessus. Moi j'ai 36 ans. Donc je vais résumer en 10 minutes ma vie. Ça va pas être un an et demi, ça va être 20 ans en rapide. Je suis sortie de mon bac, je savais pas trop quoi faire de ma vie, sauf que j'avais très envie de faire plein de trucs, mais quoi, je savais pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour éviter de faire des bêtises. Et je suis rentrée dans un groupe de rock qui s'appelle Bubblies et qui existe depuis 92. Et ça, c'était en 97. Les Bubblies, c'est une histoire humaine avant tout. On est sur du parafamilial. Pour mutualiser les ressources, on a vécu en colocation communauté dans le Lauragais, pour ceux qui connaissent le coin, pendant plus de 10 ans ou 12 ans. C'était pas du tout dans un délire hippie, c'était vraiment dans une... alors on le disait pas comme ça à l'époque, mais c'était une volonté de co-construire et de mettre en commun des moyens pour pouvoir porter un projet, quoi. On était déjà sur une démarche d'entrepreneuriat culturel ou artistique. Dans les années 90, les Bubblies, donc c'était un groupe indépendant qui se débrouillait. On était sur du do-it-yourself total, on était dans notre maison avec notre fax, nos téléphones, et puis après notre première connexion Internet, à contacter des gens pour essayer de sortir notre album avec des labels indépendants ou de faire des concerts, d'aller jouer un peu partout en France et au-delà. Et en fait, il n'y avait pas encore Internet, ou en tout cas pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et finalement, ce qui nous a paru être la suite logique de notre développement, qu'on a commencé à avoir un petit peu de notoriété à la fin des années 90, ça a été d'aller signer chez des majors. On a rencontré quelqu'un, pour ceux qui se souviennent, qui était le fils de Régis Tallard, qui avait créé Tréma à l'époque, qui a notamment signé Michel Sardou. Pas la peine de vous préciser qu'au niveau des univers artistiques, on a été assez loin quand même de Michel Sardou. On en est toujours d'ailleurs assez loin. Mais par contre, on a rencontré son fils, avec qui on s'est très bien entendu, qui avait vraiment une fibre artistique, et on s'est retrouvés là-dessus. Et on s'est dit, pour nous maintenant, le stade au-dessus, si on veut aller jouer plus loin, si on veut faire plus d'albums et pouvoir développer notre projet dans de bonnes conditions, ça va être aussi d'aller signer chez les majors. C'était Tréma avec une distrib Sony. Donc voilà, on rentrait dans... quelque part, on sortait de l'indépendant pour rentrer dans le monde de la World Company. On était jeunes à l'époque, on était naïfs et on pensait qu'on allait pouvoir travailler en bonne intelligence avec ce milieu-là. Nous, voilà, vous imaginez bien, on était à 3 RMI pour 4 dans une ferme dans le Lauragais, donc on comptait chaque petit sou, chaque fois qu'on prenait le camion pour aller jouer, on calculait combien ça allait nous coûter, etc. etc. Et donc on s'est dit, ils ont un budget, on nous parlait d'un budget de 150 000, alors attendez que je vous le convertisse, enfin moi c'était énorme, et pour nous à l'époque, et on s'est dit, on va vraiment pouvoir faire plein de choses, travailler avec eux sur où est-ce qu'on met l'argent, avoir du support tour, pouvoir faire des concerts, et en fait ça a été la pire expérience de notre vie, et une des plus constructives aussi. En fait, on n'a pas du tout réussi à discuter. Ils n'étaient pas du tout dans une démarche où ils voulaient nous aider à construire notre projet. En fait, on s'est confronté à une industrie qui avait cartonné de façon relativement simple dans les années 60-70, qui avait fait beaucoup d'argent sur le vinyle et sur le départ du CD, avec des artistes de variété, donc comme Michel Sardou, où il suffit de sortir un album maintenant pour remplir... oui, à l'époque encore plus pour remplir les caisses. Et en fait, quelque part, ils avaient perdu leur savoir-faire, c'est-à-dire du développement d'artistes. Et ils signaient un petit peu, au petit bonheur la chance, des artistes Jones. Ils avaient fait Louise Attaque 6 mois avant en mettant 100 000, je crois que c'était, ils avaient mis 15 000 francs sur l'album de Louise Attaque, et derrière, ils avaient ramassé le pactole. Donc, ils disaient que ça allait marcher un petit peu comme ça pour tous les artistes qu'ils allaient signer. Et ils en signaient une quinzaine, ils mettaient un petit budget partout. Et ils attendaient de voir, il suffisait qu'il y en ait un qui fonctionne pour rembourser finalement la totalité de l'investissement. Nous, on n'était pas du tout dans cette démarche-là, on était vraiment sur de l'artisanat artistique d'une certaine manière. Et en fait, pourquoi ça a été catastrophique? Parce que en termes d'image, si je vous parle, je ne sais pas, je vais essayer de me fondre dans le moule
des termes, mais si on parle de produits, de ce que pouvait être le produit culturel Bubblies, on était identifié comme un groupe alternatif à justement à l'institution d'une part et au monde mercantile d'autre part. Donc là, pour finalement notre fanbase, pour le milieu de là où on venait, c'était un petit peu une trahison de nous voir signer sur une major. Et inversement, pour le grand public, finalement, on était beaucoup trop underground pour pouvoir plaire forcément au grand public. Donc, on s'est coupé de nos bases, ça nous a coupé de nos bases, ça ne nous a pas permis finalement de toucher un public beaucoup plus large et on s'est retrouvé à essayer de travailler avec une société qui ne comprenait pas notre langage et nous, on ne comprenait pas non plus la façon dont ils voulaient faire les choses, comment ils parlaient ou comment ils travaillaient. Par exemple, nous, on s'était dit, on va signer, on va avoir un budget, on va pouvoir faire travailler avec des prix corrects tous les bénévoles ou toutes les personnes qui avaient qui nous avaient fait des tarifs préférentiels, les studios, les techniciens avec qui on bossait, etc., pour les aider à ce moment-là. Et en fait, la société en question a totalement refusé de travailler avec nos anciens partenaires et ils nous ont choisi de nouveaux partenaires. Alors c'est super, on est allé enregistrer un album à New York avec un producteur qui s'appelle Nick Sanzano qui a bossé avec le Wu-Tang Clan et Sonic Youth. Enfin bon, c'était le pied, c'était le rêve, sauf qu'ils mettaient le budget là-dessus, on ne pouvait pas nous travailler et renforcer notre réseau et à côté de ça, on était au RMI. Donc voilà, c'était du grand n'importe quoi. Et en plus, on se coupait de notre base et de notre secteur au départ, quoi. Donc ça, c'était, on a signé en 99, l'album est sorti en 2001, entre l'AZF et les Tours Jumelles, donc vraiment au niveau marketing, on était au top. Pour des Toulousains qui avaient enregistré à New York, on était nickel. Ça a été moyen, on a fait des belles dates, on a vendu 10 000 albums sur ce coup-là, on était contents, mais bon, finalement, ça n'allait pas du tout dans le sens dans lequel on voulait aller. Ils voulaient absolument qu'on aille vivre à Paris, qu'on dépense tout notre budget, ce qu'ils avaient fait, le budget marketing, dans des boîtes à la mode, et nous, on vivait à 4 dans une ferme, dans le Lauragais, donc ce côté-là, c'était pas trop notre truc. Et en fait, ils nous ont proposé quand même de continuer à investir sur un deuxième album, parce que, ah oui, on était en contrat d'artiste. Contrat d'artiste, c'est exclusivité, interdiction de collaborer avec qui que ce soit à côté. Donc si on voulait aller faire une voix ou une guitare sur l'album d'un autre artiste, c'était pas possible parce qu'on avait signé avec notre sang. Et on ne pouvait rien faire sans leur autorisation. Donc on a décidé de rompre ce contrat-là. Donc ça a fini de nous couper de la petite partie d'artistes avec qui on avait réussi à sympathiser dans ce milieu, qui nous disaient mais c'est n'importe quoi, vous allez rompre le contrat que tout le monde essaye de signer et vous allez rompre ce contrat d'artiste alors que c'est le summum de ce qu'on peut avoir. Et nous on se disait non mais non, on a fonctionné à l'opportunité, c'était une connerie, ça ne nous correspond pas, c'était pas ça qu'il fallait faire. Ils n'ont pas voulu nous laisser partir et en fait finalement on a profité d'une faille, c'est-à-dire qu'on savait qu'entre juillet et août ils n'allaient rien faire, ils avaient 30 jours à partir du moment où on leur remettait les maquettes de l'album suivant pour lever l'option. On savait qu'ils partaient en vacances, on les leur a donné le 15 juillet, forcément le 15 août ils n'avaient toujours pas écouté, donc ça a été réglé, on a réussi à partir. Personne ne voulait croire qu'on avait réussi à rompre notre contrat d'artiste, donc on a publié les deux lettres, notre lettre et la leur, sur notre site internet pour dire si c'est nous qui sommes partis. On s'est pas fait virer comme ça a été le cas pour la plupart des artistes 2-3 ans après, on avait senti le vent arriver. Parce que Tréma a été racheté par Universal et là ça a été le grand nettoyage, enfin bon, voilà. Ça n'est suivi une belle traversée du désert parce que forcément on était jeunes, enfin moi je faisais partie des plus jeunes, mais ça avait nourri aussi beaucoup de fantasmes. Quelque part on se disait qu'on allait rouler en Ferrari, faire le tour du monde en avion. Et finalement, là, on retombait. En plus, on redescendait de cette expérience, conscient, avec un choix conscient. Et au passage, des 4 membres qu'on était, et on vivait ensemble depuis longtemps, c'était vraiment du parafamilial, on a perdu ce que vous pourriez appeler un associé ou un partenaire, qui est parti avec pertes et fracas.
Là aussi, erreur de jeunesse, je pense. À l'époque, on s'est dit qu'on ne pourrait jamais se remettre de ce départ. Et en fait, on s'est rendu compte avec le temps que non, personne n'est irremplaçable. Par contre, ça veut dire repositionnement du projet, revalider ses objectifs, revalider ce qu'on veut faire ensemble, comment on veut le faire, avec qui on veut le faire. Donc on a réfléchi à tout ça pendant qu'on faisait des boulots alimentaires, genre conduire des enfants handicapés pour le département ou faire taxi voilà, pour des assos un peu partout, aller porter des camions, bouger des cartons ou pousser des caisses. Donc on a eu le temps de bien réfléchir à ce qu'on avait fait, à comment on voulait faire la suite. Et en fait, moi personnellement, par contre, suite à ça, je me suis dit, bon, tu as juste ton bac, là, tu as quand même vécu des trucs un peu costauds, donc tu as une certaine expérience. J'ai eu envie de revalider ça, enfin de formaliser ça. Et en parallèle du parcours artistique, on était déjà beaucoup sur ce qu'on appelle de l'action culturelle, de la prévention au risque auditif, par exemple, en direction de jeunes publics liés à la musique. Et je suis repartie à la fac. Enfin, je suis partie à la fac parce que j'y étais jamais allée. J'ai fait une licence de conception et mise en œuvre de projets culturels. Et que j'ai fait par correspondance. Et pendant ces 2 ans-là de licence, on m'a demandé de concevoir un projet. Et donc, dans ce projet, j'ai essayé de mettre un petit peu, justement, en concertation avec mes 2 copains qui restaient, essayer de savoir ce qu'on avait envie de faire réellement. Et mon projet de licence s'appelle Combustible, et c'est l'association qu'on a créée à la fin de cette licence, enfin, qu'on a créée ensemble, donc tous les 3, plus celui qui était mon prof de module projet à l'époque à la fac, qui est maintenant donc le président de Combustible depuis 2005. Et on a décidé de lancer ce projet. Et l'idée de Combustible, c'est une association qui a pour but de regrouper l'ensemble des activités qu'on avait envie de porter. Donc aujourd'hui, on travaille sur toujours de la création artistique, toujours avec les Bubblies, avec un autre batteur, après en avoir essayé 2-3 avec qui ça a été très compliqué humainement. On fait aussi toute une part de transmission, parce que de toutes ces belles expériences, de tous ces magnifiques gadins qu'on a pu faire, parce que là c'était le plus gros, mais évidemment il y en a eu plein d'autres, on a tiré pas mal d'expériences, et moi je me suis spécialisée sur tout ce qui est structuration et accompagnement à la structuration de projets dans le secteur associatif. Mais là, voilà, ça confirme ce que je sens, c'est que finalement, les histoires humaines et les histoires de projets, c'est toujours la même problématique. Alors, le lean, je ne sais pas ce que c'est, mais ce que tu disais, pour le reste, ça m'a parlé. Donc, voilà, et je fais aujourd'hui beaucoup de formations et de transmission et d'accompagnement, voilà, structuration de projets, associatif, culturel, économie sociale et solidaire. Et en fait, avec cette base qui était la nôtre à la base du do-it-yourself, on s'est retrouvés aussi sur d'autres communautés avec qui on s'est fighté très fort au début des années 2000 parce qu'on était inscrit à la SACEM. C'est toute la communauté qui est issue du logiciel libre et donc des Creative Commons, etc. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec des gens qui sont dans le numérique et qui viennent aussi du do-it-yourself, toute la scène des makers, des hackers, etc. Et on se retrouve justement sur cette idée de hacker dans le sens positif du terme, c'est-à-dire détourner un système, se l'approprier et faire en sorte de pouvoir le détourner pour en faire autre chose. Voilà, et une partie d'expérimentation où ça reste très important pour nous, quoi. On se dit que justement, il ne faut jamais se priver d'un bon gros échec parce que finalement, c'est là où on tire le plus d'expérience, c'est de ça dont on tire le plus d'expérience. Voilà, donc on a lancé Combustible. Derrière, j'ai passé un master histoire de valider tout ça aussi. Moi qui sortais d'un bac STT, finalement, via le rock'n'roll, je me suis retrouvée aussi à filer des cours à la fac. Donc c'était assez rigolo, si on peut voir tout ce parcours-là. C'est dur, humainement, c'est très dur. Les grands moments de solitude où tu te dis, putain, mais... mais non, on va tout arrêter. Nous, la chance qu'on avait, c'est qu'on était 3 à la base. J'ai fini par en épouser un des 2, d'ailleurs. Et par contre, il y a eu 1 milliard de fois où on s'est tapé dessus, on s'est engueulé, on a voulu s'enterrer au fond du jardin. Faut pas négliger la portée du voyage. On est parti 2 ans au Maroc, histoire d'aplanir tout ça. Et puis on est revenu aussi beaucoup mieux. Donc
Voilà. Et ce qui est drôle, et pour faire un lien avec notre actualité, c'est qu'au moment où on a signé avec Tréma, ils nous ont obligés à faire des choses qu'on n'aurait certainement jamais faites si on avait continué sur notre parcours d'indé. Ils nous ont fait nous inscrire à la SACEM et ils nous ont demandé de déposer notre marque à l'INPI. Donc on a déposé le nom Bubblies à l'INPI en 2000. 10 ans après, la marque retombait, enfin on perdait notre propriété, en tout cas notre dépôt à l'INPI. On était au Maroc, j'avais évidemment autre chose à faire que faire un renouvellement de marque. Et quand on est rentré en France 2 ans après, je me suis dit, bon, ce serait quand même pas mal de le faire, vu l'espèce de délire sur le copyright et les droits d'auteur qu'il y a en ce moment. Ça serait bien de ne pas se retrouver embêté avec ça. Je finis là-dessus. Et du coup, je refais un nouveau dépôt de marque parce que j'étais hors délai du renouvellement. Et là, dans les 2 mois qui ont suivi le dépôt, on a eu la bonne nouvelle. On a reçu un courrier d'un énorme cabinet d'avocats parisiens qui nous expliquait que King.com, l'éditeur de Candy Crush, nous poursuivait, en tout cas faisait une contestation de marque auprès de l'INPI parce que Bubblies ressemblait à Bubble Saga, un des jeux qu'ils allaient sortir, et que pour les auditeurs d'attention moyenne, il y avait un risque de confusion. On a passé pour... C'était inscrit comme ça, pour faire rapide. On a passé 8 mois à essayer de négocier. Enfin, on a choisi d'un commun accord de se garder 6 mois, je crois, le délai légal pour essayer de trouver un accord à l'amiable. Et ils nous proposaient des trucs aberrants, comme quoi mettre systématiquement, chaque fois qu'on utilisait notre nom, avec l'aimable autorisation de King.com. Donc on leur a proposé, on leur a dit OK, mais chaque fois que vous utilisez Bubble Saga, vous mettez avec l'aimable autorisation de Bubblies. Ou ils voulaient nous interdire de faire du jeu vidéo. On devait s'engager à ne pas faire de jeux vidéo. Donc on leur a dit OK, mais si vous faites du jeu vidéo, mais vous ne mettez pas de musique dessus. Voilà, bah, c'était taquin, mais c'était n'importe quoi en même temps. Donc forcément, une semaine avant que ça passe devant les juristes de l'INPI qui allaient décider si oui ou non on était légitime pour garder notre marque, on a posté un peu par dépit et après avoir signé le dernier chèque qui partait pour payer notre avocat, on a posté sur Facebook et sur Twitter un petit texte disant bon ben les copains on risque d'avoir besoin de vous bientôt parce que là on prend cher quoi, enfin on risque de prendre cher. Et en 48 heures ça a été monstrueux, les communautés se sont emparées les internautes se sont emparés de cette problématique et on a eu le plus gros dossier de presse qu'on ait jamais eu de notre vie, c'est-à-dire qu'on a fait tous les médias nationaux, télé, Canard, radio, c'est parti sur l'international et en 24 heures, l'avocate de 12, donc pour ne pas les citer, donc de King.com, appelait notre avocat en disant bon ben ok d'accord, vous nous l'aviez dit qu'on risquait de prendre, qu'ils avaient la capacité de communiquer par le web, ben là ça s'est confirmé et donc on retire notre procédure. Voilà, et du coup, juste, je finis là-dessus, on lance au 1er novembre un crowdfunding pour financer un jeu vidéo. Voilà. Ah, pardon. Désolée, je suis un peu dépassée. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ah. J'ai coupé le son. Non, c'était le mien, c'était juste pour voir le minutage. Deuxième question. Ouais. J'ai pas compris pourquoi vous vous êtes faillité avec le libre et l'open source. Ah oui, ouais. Deuxième chose, est-ce que c'est obligé de se marier? Alors, non. Ouais, t'imagines bien qu'à 18 ans, quand tu fais du rock'n'roll, t'es contre le mariage, mais comme quoi on évolue. Et alors pourquoi on s'est faillité au début? Parce qu'en fait, on a sorti en 2005 une clé USB en réaction à la loi d'Advéassi. La première clé USB musicale, collector, sans DRM évidemment. Et on l'a fait 2 mois juste avant les Rolling Stones et Jennifer Lopez. Donc pareil, encore une fois, on a eu de la com autour de ça. Et l'idée, c'était qu'on s'était rapproché de communautés. Mais bon, il faut replacer dans le contexte. Nous, on militait à l'intérieur de la SACEM pour qu'ils fassent ce qu'ils ont finalement fini par faire il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire qu'ils autorisent les artistes qui sont inscrits à la SACEM, donc avec finalement une politique autour du droit d'auteur, à libérer leur contenu pour les utilisations non commerciales. Et notamment sur Internet, enfin, la diffusion sur le net non commerciale. C'est-à-dire que le gamin qui veut faire sa radio sur son blog, qu'il puisse le faire sans être embêté ou sans être dans l'illégalité.
Et à l'époque, vu qu'on était quand même tous, voilà, nous on était des rockers un peu jeunes, je pense que du côté communauté Creative Commons, ils étaient dans leur réflexion à cette époque-là, et c'était, vu que nous on était à SACEM, on était vendus à Shaitan et on ne pouvait pas communiquer. Voilà. Mais au final, aujourd'hui, on travaille avec des gens avec qui on s'était engueulé, je pense, à l'époque, et voilà, tout le monde a mûri, et puis les problématiques avancent aussi, quoi. Voilà. Merci. Merci.